Bonjour, bienvenue sur Histomed, la chaîne de l'histoire de la médecine en question, qui va essayer d'expliquer de quoi souffraient les anciens Égyptiens et comment ils se soignaient. Les maladies étaient sous la responsabilité de 5 facteurs pathogènes: les sétètes, les oukédous, les ouaous, les sénèphes et les ha. Toute maladie était rattachée à l'une de ces grandes familles et les traitements étaient différents selon la famille de maladies. Ainsi, les sétètes étaient des facteurs pathogènes qui flottaient et circulaient dans les métous et qui étaient tout aussi dangereux vivants que morts. Vivants, ils circulaient, mais leur passage provoquait des douleurs aiguës. Morts, ils se décomposaient et provoquaient des vermines intestinales. Pour les traiter, le médecin ne cherchait pas à les détruire, mais à les chasser ou à les évacuer, notamment par des lavements. Le médecin d'Égypte était en effet expert en lavement, ce qui tient au rôle de l'anus, qui était le lieu où se rejoignaient tous les métous. Seul un prêtre médecin spécialiste, appelé berger de l'anus, pratiquait d'ailleurs les lavements. Les oukédous étaient des substances vivantes qui circulaient dans le corps et qui étaient animées par des souffles néfastes. Les oukédous provoquaient des douleurs lancinantes et, par association, le vieillissement, voire la mort. Les traitements visaient donc à les détruire. On sait peu de choses sur les ouaous. Une mention du papyrus Ebers explique que c'était sans doute des êtres pathogènes produits par les oukédous. Le sénèphe était le sang, support de la vie, et pouvait être amené à être indirectement pathogène, puisqu'il sert à relier les aliments et la chair, tandis que le ha était un liquide fertilisateur à l'origine de la vermine intestinale, et dont l'action pathogène était indirecte. Toute semence, pour s'exprimer, passait par une phase de décomposition dont les résidus pouvaient être pathogènes. C'est pourquoi ha signifie aussi bien semence, sécrétion corporelle ou sperme. Les différentes pathologies secondaires à ces facteurs pathogènes pouvaient être d'origine multiple, mais dominaient la pathologie digestive. Les affections abdominales étaient peu différentes de celles de la Mésopotamie, dominées par l'étiologie parasitaire, et notamment la bilharziose et l'ankylostomiase, appelée bedjou, mais aussi le ténia, pénèbe, et l'ascaris, éphète. On retrouvait également de vagues affections gastriques, de nature indéterminée, la constipation, des diarrhées, des pathologies de l'anus. Le papyrus de Chester Beatty évoque des tableaux d'anorexite, de prurite anale, d'hémorroïdes. Des cas de calcul biliaire ont également été retrouvés sur des momies de hauts dignitaires. La toux était le principal symptôme de la pathologie pulmonaire. Les papyrus rapportent 21 recettes pour combattre la toux, dont 12 sont à base de miel. Parmi ces pathologies, citons la tuberculose, les pneumoconioses, notamment les pathologies professionnelles liées au travail dans les mines ou dans les chantiers, l'asthme, et notamment chez les boulangers, les infections et des intoxications à l'oxyde de carbone, puisqu'on a retrouvé des traces de carbone sur de nombreuses momies. En pathologie urinaire et urologique, on note des rétentions d'urine, des cas d'énurésie, de cystite, pour l'hématurie de la bilharziose. Dès 1910, Marc Amand Ruffert, dont nous avons parlé, découvrit des œufs de Schistosoma hematobium, l'agent de la bilharziose, à l'examen microscopique des reins d'une momie de la 20e dynastie. En ce qui concerne les maladies infectieuses, citons la variole de Ramsès II, la lèpre, notamment retrouvée dans des textes de l'Ancien Testament et dans le papyrus d'Ebers, le tétanos, dans le papyrus de Smith, on note un tableau associant fièvre, sueur, spasme, contracture et faciès sardonique qui évoque cette maladie. Et bien sûr, le paludisme, très répandu tant dans le delta que dans le Fayoum, notamment au moment de la crue du Nil, paludisme suspecté déjà par Ruffert dès 1921 sur des cas de splénomégalie sur des momies égyptiennes et confirmé aujourd'hui par les progrès de la biologie moléculaire et de l'immunologie, notamment sur Toutankhamon. Selon Hérodote, les Égyptiens avaient même inventé la moustiquaire. Contre les moustiques qui sont innombrables chez eux, les Égyptiens, écrit-il, qui habitent dans la région des marais, ont un moyen de protection. Chacun y possède un filet qui sert le jour à pêcher le poisson, mais qui la nuit a un autre usage. L'homme en enveloppe la couche sur laquelle il prend son repos et se glisse dessous pour dormir. Et le papyrus d'Ebers conseillait déjà l'utilisation d'un répulsif, un remède pour empêcher les moustiques de piquer, huile de moringa fraîche et sans enduire. Parmi les pathologies ostéo-articulaires, à noter des cas de torticolis et de lumbago, appelés
entorse des vertèbres dans le papyrus Smith. En neurologie, les céphalées étaient transférées sur la tête d'un poisson qu'on frottait sur la tempe. À noter peut-être également une description de maladie de Parkinson dans le papyrus d'Ebers. À savoir que les épileptiques avaient interdiction de rentrer dans les temples car ils étaient envoûtés, et on rappelle le cas de Polio sur la stèle de la 18e dynastie représentant Rouma, portier du temple de la déesse Ishtar. Deux cas cliniques évocateurs de pathologies neurologiques sont parfaitement décrits. L'un dans le papyrus de Smith. L'œil de côté, atteint, regarde en dehors. Les ongles sont repliés au milieu de la paume. Le malade marche en traînant la plante du pied. Il s'agit ici d'un diagnostic d'hémiplégie. L'autre se situe dans le papyrus de Berlin. La moitié de la face est déviée et le coin de la bouche tordu. Cela évoque un tableau de paralysie faciale. En endocrinologie, on peut citer l'obésité, qui était fréquemment représentée dans la statuaire égyptienne chez les dignitaires. En ce qui concerne les malformations, les médecins égyptiens faisaient la différence entre le nanisme, appelé Nénou, et les pygmées, Dénègues. Les dieux étaient d'ailleurs aussi souvent mal formés, à l'exemple du dieu Bès, nain de nature indéterminée, ou de Ptah, un nain achondroplase, pathologie qui était volontiers représentée à la cour des pharaons. Les papyrus décrivent des brûlures, et, sur cette momie, on reconnaît un cas probable de lèpre, mais la dermatologie est essentiellement connue pour les préparations de cosmétologie, et notamment pour les yeux. Les papyrus rapportent d'ailleurs de nombreuses affections oculaires. Le livre des yeux du papyrus d'Ebers répertorie 20 affections différentes, de la blépharite au trachome, appelée néate, ce qui signifiait granulation. Pathologie très fréquente et responsable de nombreux cas de cécité, avec notamment de nombreuses représentations d'aveugles dans l'art égyptien, notamment les harpistes. Et ce, malgré l'emploi de collyre au sulfate de cuivre et au sulfure d'antimoine, qui restera le seul traitement contre le trachome jusqu'à la découverte des antibiotiques. Le papyrus d'Ebers dévoile aussi une centaine de recettes de traitements ophtalmologiques, des collyres et des onguents à base de sang de tourterelle, de coquilles d'œufs, de fiel d'hyène, de moelle de tibia de chien ou de crottes de lézard rouge, sans oublier de nombreux produits de maquillage comme le kohl, déjà utilisé à cette époque, et le phare, dont le plus connu est, comme vous le savez, le pharaon. En ophtalmologie, signalons aussi un cas décrit de diplopie post-fracture du crâne, et bien sûr la cataracte, traduite par l'image de la montée d'eau dans les yeux, mais que les Égyptiens ne semblent pas avoir opéré, contrairement aux Assyriens. Autant de pathologies dont les Égyptiens se protégeaient avec des amulettes, comme cet œil d'Oujdat. En ORL, le papyrus de Bruch donne les premières descriptions de pathologie de l'oreille, et on note d'ailleurs la sémiologie de l'otite moyenne, avec la douleur et l'écoulement. Les papyrus d'Ebers et de Smith rapportent également un cas d'hypoacousie, mais également d'autoragie, au décours d'une fracture du rocher de mauvais pronostic. En cas de coryza, on procédait à des instillations de vin de palme dans le nez, que Cléopâtre, paraît-il, avait fort joli. Enfin, les momies et les papyrus rapportent de nombreuses lésions dentaires, entre autres à cause d'un pain de mauvaise qualité, avec des fragments minéraux. Peu de traitements étaient proposés, mais le dentiste de l'époque savait obturer les caries avec de l'or, fabriquer des dents artificielles en ivoire sur pivot de bois, ou alors faire des bridges avec des fils d'or. La gynécologie et l'obstétrique tenaient une grande place dans les préoccupations médicales des Égyptiens, avec des cas décrits de prolapsus, de vulvite, de métrite, où il fallait rafraîchir l'utérus et en faire disparaître la chaleur. Mais également des cas de cancer, ainsi dans le papyrus de Kaoum, commencement des remèdes qu'il convient de préparer pour les femmes. On retrouve aussi des descriptions d'aménorrhée et de dysménorrhée dans le papyrus d'Ebers. Mais la grande préoccupation en gynécologie concernait le diagnostic de fertilité, avec des recettes parfois étonnantes, comme celle du papyrus Carlsberg numéro 4. Tu feras qu'une gousse d'ail humectée reste pendant toute la nuit jusqu'à l'aube dans son vagin. Si l'odeur passe dans sa bouche, elle enfantera. Si elle n'y passe pas, elle n'enfantera jamais. Ou cette autre recette, retrouvée dans le papyrus de Carlsberg numéro 5, mais également retrouvée chez Hippocrate. Fumige ses parties avec des excréments d'hippopotame. Si elle vomit immédiatement, elle n'enfantera jamais.
Si elle laisse aussitôt échapper des vents de son derrière, alors elle enfantera. Les Égyptiens n'en employaient pas moins des techniques de contraception, parmi lesquelles les mélanges d'acacia, colocynte, dattes, à broyer fin dans un hénou de miel, un tampon en serin imprégné à placer dans le vagin. Les médecins pouvaient prédire l'accouchement et la qualité de la grossesse. Ainsi, si les vaisseaux sur les seins sont gonflés, elle concevra facilement. S'ils sont plats, elle concevra avec difficulté. Mais ils pouvaient également prévoir le diagnostic du sexe de l'enfant. Arroser de son urine un sac d'orge et un sac de blé, l'orge germe la première, l'enfant sera un garçon. La germination du blé annonce une fille. L'accouchement se faisait en position accroupie, sur une natte, ou sur des briques, comme cela est évoqué dans la Bible. Les aristocrates utilisaient un siège spécial en bois ou en calcaire. On trouve environ 20 recettes pour faciliter l'accouchement dans le papyrus d'Hébers. L'allaitement durait 3 ans, mais il existait un remède pour faciliter la montée de lait, friction du dos avec l'épine dorsale d'un silure. Signalons également l'utilisation du lait de la mère pour donner le médicament et traiter les bébés. Et la probable utilisation également du lait de vache en cas de difficulté d'allaitement, comme le laisse penser ce vase anthropomorphe en forme de femme allaitant, destiné à contenir du lait et qui se trouve au musée du Louvre. En cas d'abcès du sein, le traitement comportait des graines de blé blanc, de la farine de colocynte, de la farine de dattes, du natron, des ferments de dattes, à broyer fin et à mélanger en un tout, puis on fera un pansement avec cela. Les papyrus nous renseignent enfin sur les thérapeutiques employées dans d'autres domaines. Selon Hébers, il n'y avait pas de pharmacien. Le médecin préparait lui-même ses remèdes. Parfois, à partir de produits étonnants, poils de bouc, chair de lézard, infusion de scorpion, fiente de mouche, farine pourrie, pénis d'âne, vulve de chienne, et une pharmacopée volontiers excrémentielle, mais qui n'était pas dénuée de fondement, avec l'utilisation d'excréments de chauve-souris pour améliorer la vision nocturne, selon la bonne vieille médecine des signatures que nous avons vue, sauf que ces excréments, on le sait maintenant, sont riches en vitamine A, que l'on sait indispensable à la vue pour synthétiser les pigments de la rétine. Parfois, la pharmacopée était plus rationnelle, sur la foi de l'empirisme et de la tradition. Ces produits pouvaient être d'origine animale, comme le foie cru contre l'héméralopie, ou l'utilisation de nombreux corps gras d'origine animale, mais parfois minérales, comme le collyre au sulfate de cuivre et au sulfure d'antimoine, que nous avons déjà évoqué, mais le plus souvent végétal. On en retrouve plus de 500 dans le papyrus d'Hébers. Beaucoup sont encore utilisés, comme l'absinthe, la colchicte, la camomille, le ricin, la gentiane, le pavot, ou la racine de grenadier contre les vers intestinaux, mais la plupart du temps, ils étaient donnés de manière assez fantaisiste. Leur mode d'administration était également varié. Pilules, potions, baumes, collyres, lavements. Nous possédons plus de renseignements sur les doses et les voies d'administration que chez les Sumériens, mais ces informations sont encore limitées. Voici ici quelques ordonnances que vous pouvez toujours mettre en pratique en cas d'absence de votre médecin. En cas de piqûre d'épines végétales, vous badigeonnez avec des excréments d'âne. En cas de panarie, il faut du sulfure d'arsenic et de l'huile. En cas de brûlure, une bonne prière à Isis qui avait guéri son fils Horus avec du lait. La morsure animale se traitait avec de la viande d'hippopotame, avec des feuilles de sycomore et de la bière fraîche. Enfin, une morsure de chien enragé, les incantations magiques sur la plaie étaient les seules efficaces. Pour le venin de serpent et de scorpion, la magie avec de l'eau bénite. Enfin, pour les plaies, viande fraîche, suture et bandes adhésives. Les traitements en chirurgie, d'accès clinique et thérapeutique plus faciles, sont volontiers détaillés dans les papyrus, avec des bandages, des sondages de plaies, des cas de suture avec du lin, mais également avec des tendons ou du boyau animal, ancêtre du catgut actuel. On trouve des détails aussi dans le papyrus de Smith sur la chirurgie des fractures du nez, qui consistait à mettre des rouleaux dans les narines pour garder la symétrie des fragments. Ce papyrus rapporte également la technique de réduction de la luxation de la mâchoire inférieure, pourtant appelée manœuvre de Nélaton, du nom du chirurgien de Napoléon III. La traumatologie était bien sûr assez riche, notamment la traumatologie guerrière, ou alors celle sur les chantiers que nous avons déjà évoquée, avec la fameuse luxation du coude, mais ici,
également une plaie au pied. Le papyrus de Smith rapporte 2 cas précis de traumatisme. Le numéro 8 concerne un épistaxis avec autoragie post-traumatique avec signes neurologiques. Et le numéro 31, une luxation cervicale responsable d'une quadriplégie avec des troubles génito-urinaires. Mais citons aussi la traumatologie liée aux bêtes féroces comme les crocodiles qui infestaient les bords du Nil et n'en sont jamais partis, malgré ce que raconte la chanson. Cette traumatologie est de diagnostic parfois difficile sur les momies, notamment à cause de lésions post-mortem, mais quelques cales osseux ont été retrouvés. En cas de fracture, l'immobilisation se faisait dans des attelles avec des écorces d'acacia tenues par des bandelettes, éventuellement enduites de résine. Enfin, la question de l'anesthésie se pose avec cette représentation d'une circoncision, ou plus vraisemblablement un clivage du prépuce avec la pierre de Memphis. S'agissait-il d'opium, de vinaigre sur du marbre qui dégageait du CO2 et qui entraînait une narcose passagère? Mais cet art du diagnostic, si rationnel qu'il fut, tomba vite dans l'oubli, faute de traitement efficace, mais également de transmission des connaissances. Sans oublier, bien sûr, le rôle du clergé qui a toujours fondé sa puissance sur la peur de la mort et de la maladie. D'autant que la médecine égyptienne évolua peu lors des nombreux siècles qui séparèrent la première et la 30e dynastie, pas plus que n'évolua d'ailleurs le reste de la société. Le médecin pouvait laisser mourir son malade du moment qu'il suivait les préceptes des livres sacrés, car il risquait la mort s'il s'en écartait. Cette louable prudence des autorités sanitaires de l'époque, que la judiciarisation de la médecine actuelle risque de faire renaître, n'incitait guère à l'innovation. On peut alors regretter avec l'historien de la médecine Jean-Charles Sourniat les 3 millénaires et demi que l'homme a perdus entre le papyrus d'Edwin Smith et la médecine moderne pour l'art du diagnostic. Imhotep était pourtant plus proche d'un Guy de Chauliac, qui était un chirurgien du Moyen-Âge, que d'un médecin de Darius. Souvent jugée charlatanesque, la médecine égyptienne, comme la médecine assyro-babylonienne, va toutefois transmettre quelques éléments de cette fine sémiologie, partie la plus vivante et la plus originale de son art, à la médecine d'Hippocrate. Ce sera le sujet de la prochaine vidéo sur Histomed, la chaîne de l'histoire de la médecine en question, intitulée « Comment est née la médecine grecque » et qui évoquera la phase archaïque de la médecine pré-hippocratique.